Salut ma bande de photographes. Aujourd'hui, on va tester pour vous, enfin donner les premières impressions en tout cas sur le Sigma 18-35 f1.8. C'est un objectif dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois parce que j'en ai fait des rêves la nuit. Et donc du coup, voilà, je vais tout vous dire là-dessus. J'ai eu la chance de me le faire prêter par Sigma. Et donc on va voir tout ça en détail tout de suite. Alors voilà le bestiau. Il pèse son petit pesant de cacahuètes. Et donc on va regarder rapidement les caractéristiques. Donc c'est effectivement un objectif zoom, c'est-à-dire qu'il va de 18 mm à 35 mm. Donc c'est un petit peu moins que ce que vous avez sur votre objectif kit, le 18-55 par exemple. Là ça va un petit peu moins loin. Sauf que sa spécificité c'est qu'il a une ouverture constante à f1.8. C'était le premier zoom au monde à avoir une ouverture constante à f1.8. Depuis, si je dis pas de bêtises, il y en a un deuxième qui existe, aussi chez Sigma, et c'est un 50-100 mm. Alors, du coup, pour rentrer un petit peu tout ça là-dedans, ils n'ont pas pu mettre de stabilisation. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas de stabilisation dans cette version du 18-35. Mais parfois, on va dire que la grande ouverture va permettre de compenser cette non-stabilisation. En termes de poids, on est sur du 810 grammes, donc c'est-à-dire qu'il pèse plus lourd que mon 70D. 12 cm de long, si je compare un petit peu avec le 18-55 kit, vous voyez un petit peu la différence de taille. Et puis on a un diamètre de filtre de 72 mm. Et en termes de prix, on est aux alentours de 700 €. Alors les premières impressions, c'est qu'on a vraiment affaire à une très très bonne qualité. Donc c'est un objectif tout métal. On a un petit capuchon qui fait un peu cheap là pour le coup, je trouve. C'est peut-être le design qui est à revoir, mais en tout cas on a ces petites pinces qui sont très pratiques pour l'enlever. Et puis, moi, ce que j'apprécie énormément, alors évidemment, on a la petite fenêtre de mise au point, c'est la souplesse des bagues. Là, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un très très bon objectif. C'est vrai que moi qui ai plutôt des objectifs bas de gamme, je suis pas habitué à avoir une telle qualité, et là, c'est juste super agréable, quoi. Ça glisse tout seul, faut vraiment le vouloir pour faire tourner la bague, mais quand on la fait tourner, ça se fait de façon tout à fait douce et continue. Donc je pense que par exemple en vidéo, si on veut faire un zoom ou un dézoom très continu, ce sera parfait. Et puis la bague de mise au point, elle est exactement pareille en termes de qualité, donc c'est vraiment super chouette. Donc voilà, très très bonnes impressions a priori. Puis on a juste ici un petit bouton autofocus, mise au point manuel, qui est aussi bon, de très bonne facture, mais c'est un bouton quoi. Voilà, je me suis amusé à aller faire une petite balade de quelques heures en forêt, et du coup je vous ai donné mes impressions sur le terrain après l'avoir utilisé quelques heures. On a une belle échelle de mise au point qui en mètres va de 0,3, 0,35, 0,4, 0,5, c'est très très précis. On a une longue course, donc ça c'est vraiment super, c'est de la très très bonne qualité. Le truc c'est que sur un boîtier comme le 70D, ça pèse très vite, donc on sent que c'est lourd, c'est-à-dire que là je dois avoir peut-être du 1,5 kg au total entre le boîtier et l'objectif, donc ça c'est peut-être un petit souci si vous avez l'habitude de tenir votre appareil tout le temps à la main. Moi je le range en général dans le sac quand je l'utilise pas, donc c'est pas trop grave pour moi. Mais sinon voilà, c'est que du bonheur. Autofocus, mise au point manuel. Quand on est en autofocus, on peut tourner un petit peu plus la bague pour ajuster la mise au point en manuel, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et puis après il fait la mise au point rapidement, sans trop de bruit, donc bon, tout ça c'est très bien, et c'est ce qu'on attend sur un objectif de la gamme hard de chez Sigma. Pour quel usage se destine cet objectif, le 18-35? Alors, de sa plage focale qui va de 18 mm à 35 mm, on va être plutôt sur du grand angle, donc a priori plutôt vers des photos de paysage. C'est le premier usage qu'on va imaginer pour ce type d'objectif. À mon avis, ça peut marcher aussi pour des photos d'architecture, même si c'est pas encore très très grand angle, mais il y a une telle qualité optique dans cet objectif que ça peut tout à fait convenir. Et également pour la photo de détail. Alors je dis ça en particulier parce qu'on peut faire une mise au point très très proche. Je peux mettre la lentille frontale à peu près 10 cm du sujet et faire la mise au point là-dessus. Donc on peut faire la photo de détail, et avec la grande ouverture, on a un beau flou d'arrière-plan. Donc ça c'est aussi très très intéressant. Donc les deux choses qu'on va regarder surtout sur cet objectif pour ces applications-là, ça va être le piqué. Pour la photo de paysage et pour la photo de détail, c'est hyper important d'avoir un bon piqué. Et le bokeh, donc c'est-à-dire est-ce que le flou d'arrière-plan est joli. Donc je me suis amusé à comparer un petit peu une photo prise avec ce 18-35 de Sigma et une photo prise avec le 18-55 de chez Canon. Alors moi j'ai la version 2. Et vous pouvez voir ici par exemple qu'en plein milieu, on a déjà ici une qualité optique bien meilleure sur le 18-35 que sur le 18-55. Même si le 18-55 s'en sort avec voilà, correctement.
mais c'est surtout quand on va aller sur les bords qu'on va voir la différence. Vous voyez ici, c'est toujours impeccable, on a plein de détails dans les buissons ici, alors que là, ça commence à être déjà tout mou, tout raplapla, on va dire. Pareil ici en bas, voilà, c'est beaucoup moins détaillé sur celui de chez Canon, le 1855. Et là, on le voit vraiment très bien sur l'église ici. On voit ici qu'on a beaucoup de détails, les arêtes sont bien nettes, alors qu'ici, on a vraiment cette petite impression de flou. Qui n'est pas extraordinaire en fait. Alors certes, on est zoomé à 100%, mais zoomer à 100%, on va rarement le faire sur une photo, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas retoucher la photo autant qu'on le veut en fait. Parce que dès qu'on va retoucher la photo, on va accentuer toutes ces choses-là. Et donc une photo qui est très bien piquée dès le départ, quand on va lui rajouter de la netteté par exemple, ça va rester tout à fait regardable et correct, alors qu'une photo qui est peu piquée, quand on va lui rajouter de la netteté, ça va devenir encore plus dégueu. Donc là, vous voyez dans le coin ici, c'est pareil. On a vraiment une qualité qui est bien meilleure sur le Sigma. Voilà, ici on le voit bien aussi sur les montagnes. Vous voyez ici, là, par exemple, on a énormément de détails sur le rocher, alors qu'ici, c'est beaucoup plus une sorte de petite purée, quoi. Voilà. Pour la photo de détail, alors là, c'est juste prise avec le Sigma. Donc vous pouvez voir, si on zoome à 100%, on va attendre qu'il fasse un petit peu son... Voilà. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de détails. On voit les petits poils qui dépassent, etc. Et là, c'est pris à f1.8, donc à grande ouverture, c'est rare d'avoir un piqué aussi bon que ça. Et on peut voir aussi la qualité du flou d'arrière-plan, notamment ici, vous voyez dans la forêt, c'est vraiment un arrière-plan difficile parce qu'il y a plein d'éléments. Et là, on voit que c'est vraiment très lisse, donc c'est assez appréciable. Voilà, donc les impressions d'ensemble sont vraiment très bonnes sur le piqué, sur le bokeh, pour les deux, vraiment je suis super satisfait, je pense qu'on peut difficilement rêver mieux. C'est d'ailleurs la réputation du Sigma 1835, c'est qu'il a un piqué assez incroyable, à tel point qu'il semblerait qu'il y ait même des personnes qui ont un plein format, qui préfèrent utiliser le Sigma 1835 et recropper leur image pour enlever ensuite le vignettage, plutôt que d'utiliser un objectif plein format. Donc j'ai pas poussé les tests jusque là, mais c'est pour dire à quel point il est assez exceptionnel. Il faut saluer Sigma pour faire des optiques de très bonne qualité pour les boîtiers APS-C spécifiquement. Donc ça c'est vraiment intéressant. On va regarder maintenant comment il se tient par rapport à la concurrence. Donc on a ici, j'ai pris en gros les objectifs qui étaient un petit peu dans la même lignée, on va dire. Donc on a le Canon 1855 IS STM, donc c'est la dernière version, qui lui est aux alentours de 150 €. Qui est stabilisé. Par contre, son ouverture maximale, elle est beaucoup plus grande. C'est 3,5 à 18 mm et 5,6 à 55 mm. Et la note de DxO sur le piqué, en tout cas, est aux alentours de 9. Donc 9 mégapixels perçus. On a l'impression que c'est une image à peu près 9 mégapixels sur le boîtier qui est le 70D, donc un boîtier avec un capteur 20 mégapixels. Ensuite, on a le Tamron 1750 qui lui a 380 €, qui ouvre à f2.8. Donc on n'est pas à f1.8 encore, mais ça commence à être intéressant, qui est stabilisé, et lui il a un piqué rendu aux alentours une note de 12 sur son piqué. On a ensuite le Sigma qui est aux alentours de 700 €, qui ouvre à f1.8, qui fait vraiment une marche au-dessus par rapport à f2.8 quand même en termes de flou d'arrière-plan. Pour vous donner un petit peu une idée, toutes les dernières vidéos que j'ai tournées, je les ai tournées avec le Sigma 1835. Vous pouvez voir justement, j'ai le mur qui est juste derrière moi là, à 80 cm, et qui est parfaitement flouté, parce qu'on a justement cette grande ouverture à f1.8. Là, c'est avec le 50 mm de chez Canon que je filme. Et par contre, il n'est pas stabilisé, on l'a vu, et en termes de piqué, on est à 15, donc on peut imaginer 15 sur 20, parce que c'est 20 mégapixels le maximum théorique, on va dire, qui n'est jamais atteint par des objectifs. Donc c'est vraiment excellent, quoi. 15 sur 20, on est vraiment à un piqué très bon. Ensuite, on a le Canon 1755 stabilisé, cette fois-ci, qui lui coûte un petit peu plus cher que le Sigma, qui est à f2.8. Stabilisé évidemment, qui a une note de 11, et puis je me suis amusé à mettre le sériel, le 1635 sériel, donc là c'est un objectif plein format pour le coup, tous les autres sont des objectifs pour APS-C, qui lui coûte 2500 €, c'est la dernière version, qui ouvre à f2.8, qui n'est pas stabilisé, et qui a à peu près la même note en termes de piqué que le 1755, et moins bonne que le Tamron et le Sigma. Alors il faudrait le mettre sur un boîtier plein format, parce que c'est là qu'il donne tout son potentiel, il sera bien meilleur sur un boîtier plein format, parce qu'avec un boîtier APS-C, on va prendre que le centre de la lentille finalement qui va nous intéresser, et donc on va un petit peu grossir les défauts entre guillemets. Et je me suis amusé ici à mettre les petits graphes DxO, donc vous voyez un petit peu que le Sigma ici au milieu, il est vert foncé tout du long, même à f1.8, à 18 mm, à 35 mm, c'est très impressionnant. Et on voit les autres au niveau des courbes là où c'est un petit peu plus jaune, un petit peu plus délicat. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Et donc voilà, bon, en conclusion, cet objectif
il satisfait entièrement sur là où on l'attend, c'est-à-dire sur le piqué, sur le bokeh. On a un zoom qui fait des photos f1.8, donc ça c'est vraiment ses gros avantages. Les inconvénients pour moi, c'est vraiment son poids. Ça pèse au bout du bras, quand on le tient à la main pendant 20 minutes, une demi-heure, ça commence à faire mal au poignet. Et son encombrement, l'air de rien, parce que c'est un objectif qui remplace l'objectif kit qui était vraiment tout petit, et donc ça prend quand même pas mal de place. Donc, à mon avis, c'est un objectif que vous pouvez envisager d'acheter si vous aimez composer exactement votre photo sur place. Vous allez avoir un bien meilleur rendu que si vous avez des focales fixes, par exemple, parce que vous allez pouvoir composer exactement et trouver votre cadrage. Donc ça, ça peut être pas mal. Et si vous êtes OK sur le fait que ce soit un objectif qui est assez lourd. Et je pense, si vous le voulez utiliser pour de la photo de paysage, c'est intéressant si vous n'avez pas peur de faire des panoramas. Pour moi, 18 mm, c'est un petit peu trop serré. J'ai souvent envie de faire un peu plus large. Et donc, pour faire des panoramas. Alors, c'est pas compliqué à faire en soi, des panoramas, mais ça peut amener un certain nombre de problèmes. S'il y a des choses qui bougent dans le cadre, ou si le logiciel qui assemble les panoramas galère un petit peu, ça demande plus de temps en post-production aussi. Donc voilà, tous les éléments à prendre en compte, mais par contre, si vous êtes OK avec toutes ces choses-là et que vous avez le budget, c'est vraiment un objectif incroyable, parce qu'en termes de piqué et de bokeh, vous allez difficilement trouver mieux pour un APS-C. Je vous invite à aller voir la page Facebook de mon petit réflexe. Il y a de plus en plus de choses qui s'y passent, notamment parce que depuis très peu, j'ai accès aux fonctionnalités live sur mon téléphone, donc on va pouvoir faire des lives sur Facebook, où je réponds à vos questions comme ça de temps en temps, ça pourrait être assez sympa. Et puis comme d'habitude, je publie des photos, et puis il y a surtout beaucoup de discussions en dessous des articles. Il y a des liens vers les articles du site, etc. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir l'article de Steve en lien avec ce test, où je pense qu'il va pas mal parler de remplaçant pour son objectif kit, parce que c'est un petit peu de ça dont on parle aujourd'hui. Donc voilà, allez voir, je pense qu'il mettra pas mal d'infos très intéressantes. Moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.